Va-t'en loin d'ici, maman, très loin. Les mots de Hugo résonnaient dans mes oreilles comme une condamnation à mort. Il venait de me remettre un chèque de 15 000 $ après avoir vendu ma propriété de 4 millions dans mon dos. Mon propre fils, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, était en train de me chasser de ma propre maison comme si j'étais une intruse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais déjà ses plans depuis une semaine et que j'avais pris des mesures qui allaient le laisser sans voix. 1 000 $, lui ai-je demandé avec un sourire qu'il a pris pour de la résignation. C'est tout ce que je vaux pour toi après 40 ans à avoir tout construit. Hugo haussa les épaules avec une froideur qui me brisa le cœur. Maman, tu es déjà trop vieille pour gérer une propriété aussi grande. J'ai vendu la propriété pour 4 millions. J'ai investi l'argent dans une affaire qui va nous rapporter le double, et voici ta part pour que tu puisses vivre confortablement ailleurs. Il me montra des papiers avec une signature falsifiée censée être la mienne. Ce que Hugo ne savait pas, c'est que Massia était venue me voir la semaine précédente en pleurant et tremblant de colère. Maman, j'ai entendu Hugo parler au téléphone avec un avocat. Il prévoit de falsifier ta signature et de vendre la propriété. Il dit qu'il a déjà un acheteur et que tu es trop sénile pour t'en rendre compte. Mon fils cadet avait risqué sa relation avec son frère pour me sauver de cette trahison, et grâce à lui j'avais pu me préparer à ce moment. Pendant 40 ans, j'avais bâti cette propriété de mes propres mains. J'étais arrivé là en tant que jeune veuve avec 2 enfants en bas âge et 0 $ en poche. Je travaillais 18 heures par jour. Mes mains étaient couvertes de callosités, mon dos s'était courbé sous le poids des sacs de café, mais je ne m'étais jamais arrêté. Chaque arbre planté, chaque clôture construite, chaque animal élevé portait la marque de ma sueur et de mon sang. Cette terre n'était pas juste une propriété, c'était mon âme matérialisée en 4 millions de $ de travail honnête. Hugo avait toujours été différent de Massia. Depuis petit, il demandait combien on gagnait, combien valait la propriété, et quand elle serait à lui. Pendant que je me levais à l'aube pour traire les vaches, lui dormait jusqu'à tard. Pendant que je négociais avec des acheteurs internationaux, lui faisait la fête avec l'argent que je lui donnais. J'ai payé ses études, sa voiture, son mariage, ses échecs d'entrepreneur, croyant toujours qu'un jour il reconnaîtrait mes sacrifices. Mais tout ce qu'il voyait, c'était une vieille femme qui se mettait entre lui et son héritage. « Maman, tu as déjà 67 ans », m'a-t-il dit en rangeant les faux papiers dans sa mallette. Il est temps d'arrêter d'être têtu et d'accepter que tu ne peux plus vivre seul dans un endroit aussi grand. Avec 15 000 $, tu peux louer un appartement en ville et vivre tranquillement le reste de ta vie. Son ton était condescendant, comme s'il parlait à une enfant capricieuse. En plus, l'acheteur a déjà payé et j'ai déjà investi l'argent. Il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis levé lentement de ma chaise, sentant chaque fibre de mon corps se remplir d'une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Hugo pensait m'avoir vaincu, qu'il m'avait volé tout ce pourquoi j'avais lutté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette semaine-là, pendant qu'il fêtait son brillant plan, j'étais très occupé avec mon avocate Sophia, à préparer la plus grande surprise de sa vie. La même détermination qui m'avait permis de bâtir un empire de 4 millions de $ allait maintenant me servir à lui prouver que personne, pas même mon propre fils, n'allait m'humilier de cette façon. Très bien, Hugo, lui ai-je dit avec un calme qui la rassurait. J'accepte ta proposition, mais avant de partir, je veux qu'on dîne ensemble une dernière fois. Comme un adieu. Il a souri, croyant qu'il avait enfin brisé ma volonté. Bien sûr, maman. Je vais réserver une table dans le restaurant le plus chic de la ville. Tu le mérites. Ce que Hugo ne savait pas, c'est que ce dîner serait l'endroit où son monde allait s'effondrer. La photo de la propriété reposait sur la table, montrant 40 années de travail honnête. Bientôt, mon fils découvrirait que voler une femme qui a bâti un empire de ses propres mains n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Hugo résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux. Va-t'en loin d'ici, maman. Très loin. Je me suis levé plusieurs fois pour marcher dans la maison, toucher chaque meuble, chaque photo, chaque objet que j'avais acheté avec mon propre effort. La propriété n'était pas seulement ma maison, c'était la preuve physique de tout ce que j'avais accompli contre vent et marée. Et maintenant, mon propre fils voulait m'effacer de l'histoire comme si je n'avais jamais existé. À l'aube, j'ai appelé Sophia, mon avocate de confiance. « Marie-Belle, il faut que tu viennes tout de suite à mon bureau », m'a-t-elle dit d'une voix pressée. « J'ai des nouvelles sur ce que tu m'as raconté hier. » J'ai conduit jusqu'en ville, le cœur battant fort, sachant que mon avenir dépendait de ce que Sophia avait découvert.
En route, je me suis rappelé comment j'avais rencontré cette femme extraordinaire il y a 3 ans, quand Hugo avait commencé à me pousser à mettre la propriété à son nom. Sophia était différente de tous les avocats que j'avais connus. Elle ne me traitait pas comme une vieille ignorante, mais comme une femme d'affaires respectable. Quand je lui ai parlé de mes soupçons sur les intentions de Hugo, elle n'a pas minimisé mes inquiétudes. Maribel, les cas d'abus financiers envers les personnes âgées augmentent, et malheureusement, beaucoup impliquent des membres proches de la famille, m'avait-elle dit franchement. Nous devons protéger ton patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Assieds-toi, Maribel, m'a dit Sophia quand je suis arrivé à son bureau. Son visage sérieux m'a confirmé que les nouvelles n'étaient pas bonnes. J'ai enquêté sur les papiers que Hugo t'a montrés hier. La signature est fausse, évidemment, mais il a déjà présenté ses documents au registre foncier. Officiellement, selon le système, la propriété n'est plus à toi. J'ai eu l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds. Mais Sophia a continué avec un sourire qui m'a redonné espoir. Ce que Hugo ne sait pas, c'est que la semaine dernière, quand tu es venu paniquer après ce que t'a dit Massia, on a déjà pris des mesures de protection. Sophia a ouvert un gros dossier plein de papiers officiels. Tu te souviens quand tu as signé ces documents lundi dernier? Tu n'as pas seulement transféré la propriété dans une fiducie irrévocable, mais tu as aussi inclus des clauses très précises. Selon ces documents, tu es la seule bénéficiaire à vie de la fiducie et toi seul peux prendre des décisions sur la propriété. En plus, toute tentative de vente frauduleuse est automatiquement annulée. Des larmes de soulagement ont coulé sur mes joues pendant que Sophia continuait d'expliquer. Il y a encore autre chose, dit Sophia avec satisfaction. On a aussi installé des caméras de sécurité cachées chez toi la semaine dernière, et on a tout enregistré pendant la conversation d'hier quand Hugo t'a donné le faux chèque. On a toutes les preuves de ses intentions criminelles. Elle m'a montré les vidéos sur son ordinateur. Voir mon propre fils parler avec autant de froideur en parlant de me voler m'a brisé le cœur, mais m'a aussi rempli d'une volonté de faire. Et maintenant, que va-t-il se passer avec l'argent que Hugo dit avoir investi? Ai-je demandé avec inquiétude. Sophia a souri d'une manière que je ne lui connaissais pas. Ça, c'est le problème de Hugo, pas le tien. Il a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas à un acheteur qui va bientôt découvrir qu'il ne peut pas prendre possession de la propriété. Quand l'acheteur va demander à récupérer ses 4 millions de dollars, Hugo devra expliquer où est passé cet argent. La justice poétique de cette situation m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Je suis rentré à la propriété en me sentant comme une guerrière prête pour la bataille. Cet après-midi-là, Hugo m'a appelé pour confirmer le dîner d'adieu. Maman, j'ai réservé une table au restaurant Las Delicias pour demain à 20h. Ce sera un dîner très spécial, m'a-t-il dit avec cette fausse douceur qui me donnait maintenant la nausée. Parfait, mon fils. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Je lui ai répondu avec un sourire qu'il ne pouvait pas voir à travers le téléphone. Ce soir-là, j'ai appelé Massia pour tout lui raconter. Maman, je n'arrive pas à croire ce que Hugo est en train de faire, m'a-t-il dit la voix brisée. Je savais qu'il voulait la propriété, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Je lui ai expliqué tout le plan que Sophia et moi avions préparé. Je veux que tu viennes demain au restaurant, mais ne dis rien à Hugo. J'ai besoin que tu sois témoin de tout ce qui va se passer. Massia a accepté tout de suite, avec une voix partagée entre nervosité et admiration. Le matin du dîner, je me suis levé tôt pour me préparer. J'ai choisi ma plus belle robe rouge, celle que j'avais achetée pour fêter mes 60 ans et mes 40 années de travail accompli. Je me suis maquillé avec un soin particulier, je me suis coiffé comme pour une fête. Et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles que mon défunt mari m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Si Hugo voulait un dîner d'adieu, je comptais lui en offrir un qu'il n'oublierait jamais. Pendant que je m'habillais, je me suis rappelé toutes les fois où Hugo avait essayé de me convaincre de vendre la propriété. Maman, tu n'as plus l'âge pour autant de travail, me disait-il sans arrêt. Tu pourrais vivre confortablement en ville avec l'argent de la vente. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que la propriété n'était pas un travail pour moi. C'était mon identité, ma raison d'être, mon lien avec la vie. Chaque lever de soleil entre mes arbres, chaque après-midi à nourrir mes animaux, chaque nuit à écouter les sons de la campagne, me rappelait que j'avais construit quelque chose de beau et durable. À 18h, Sophia est arrivée chez moi avec une valise pleine de documents. « Tu es prête pour ça, Maribel ?» m'a-t-elle demandé pendant qu'on revoyait le plan. « Plus que prête », lui ai-je répondu avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des semaines.
Hugo croit qu'il m'offre un dîner d'adieu, mais en réalité ce sera son dîner de réveil. Sophia a éclaté de rire. J'adore travailler avec toi, Maribel. Peu de femmes de ton âge auraient le courage d'affronter leur propre fils comme tu le fais. Quand je suis arrivé au restaurant Las Delicias, Hugo m'attendait déjà à une table élégante près de la fenêtre. Il portait son plus beau costume, comme s'il fêtait une victoire. Maman, tu es magnifique, m'a-t-il dit en m'aidant à m'asseoir. Je voulais que ce dîner soit spécial parce que je sais que ce sera difficile pour toi de t'adapter à ta nouvelle vie. L'hypocrisie dans sa voix m'a retourné l'estomac, mais j'ai gardé un sourire paisible. Merci d'être si attentionné, Hugo, lui ai-je dit en dépliant la serviette sur mes genoux. Moi aussi, j'ai quelque chose de très spécial pour ce soir. Il a souri, croyant que j'avais enfin accepté ma défaite. Ce qu'il ignorait, c'est que dans les prochaines minutes, son monde allait s'écrouler comme un château de cartes. Et que la femme qu'il avait sous-estimée pendant tant d'années allait lui montrer de quoi elle était vraiment faite. Hugo a commandé le vin le plus cher de la carte, comme s'il célébrait la plus grande réussite de sa vie. Maman, je veux qu'on trinque à ta nouvelle étape, m'a-t-il dit pendant que le serveur versait le vin doré dans nos verres. Je sais que ça va être dur au début, mais tu verras que vivre en ville sera bien mieux pour toi. Son sourire était tellement faux que j'avais envie de lui hurler la vérité sur le champ, mais je me suis retenu. Le spectacle ne faisait que commencer. Bien sûr, mon fils, ai-je répondu en levant mon verre avec une sérénité qui l'a rassuré. À un nouveau départ. Hugo a trinqué avec moi, sans savoir qu'il célébrait sa propre chute. Pendant qu'il buvait, j'observais chaque détail de son visage. Me demandant à quel moment exactement j'avais perdu le petit garçon d'où qu'il avait été. Remplacé par cet homme froid et calculateur assis en face de moi. Maman, il y a quelque chose d'autre que je dois te dire, a commencé Hugo après quelques gorgées de vin. Son ton est devenu plus sérieux, plus professionnel. L'acheteur de la propriété veut en prendre possession la semaine prochaine. J'ai besoin que tu emballes tes affaires personnelles et que tu partes avant vendredi. La froideur avec laquelle il a prononcé ces mots m'a confirmé que, pour lui, je n'étais plus sa mère. Mais juste un obstacle à éliminer. Sitôt, ai-je demandé en feignant la surprise. Je pensais avoir plus de temps pour dire au revoir à tout ça. Hugo a soupiré avec impatience, comme si mes émotions n'étaient qu'un petit dérangement. Maman, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. J'ai déjà trouvé un appartement parfait pour toi au centre-ville. Il est meublé, sécurisé 24 heures sur 24, et proche de l'hôpital au cas où tu aurais besoin de soins. La façon dont il parlait de mon avenir, comme si j'étais une vieille femme invalide, m'a rempli d'une colère que j'ai dû cacher. Pendant que Hugo continuait à décrire ma nouvelle vie, je voyais du coin de l'œil Massia entrer dans le restaurant et s'asseoir discrètement à une table du fond. Mon fils cadet avait l'air nerveux mais déterminé. On s'était mis d'accord pour qu'il arrive une demi-heure après le début du dîner pour être témoin de tout. Voir son visage inquiet m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça. Je ne défendais pas seulement mon patrimoine. Je protégeais aussi mon fils juste des manipulations de son frère. Hugo, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ai-je dit quand il a fini de parler. Si la propriété valait 4 millions et que tu l'as vendue à ce prix, où est passé le reste de l'argent? Tu ne m'as donné que 15 000 $. Hugo a repris une gorgée de vin avant de répondre. Comme s'il avait besoin de courage liquide pour dire ce qu'il allait dire. Maman, j'ai investi cet argent dans une affaire qui nous rapportera bien plus. A-t-il expliqué avec la patience forcée de quelqu'un qui parle à un enfant. J'ai acheté des actions dans une entreprise technologique qui va révolutionner le marché latino-américain. Dans 5 ans, ces 4 millions deviendront 20 millions. Son enthousiasme était sincère, ce qui rendait tout encore plus pathétique. Mon fils avait vendu toute ma vie pour un rêve d'affaires probablement aussi faux que son amour filial. Et si cette entreprise ne marche pas? Ai-je demandé avec une fausse naïveté. Que adviendra-t-il de l'argent de la propriété? Hugo a ri de manière condescendante. Maman, tu ne comprends rien aux investissements. J'ai étudié le management. J'ai des contacts dans le monde de la finance. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. L'ironie qu'il me demande de lui faire confiance après m'avoir volé était tellement énorme que j'en aurais ri si je n'étais pas aussi en colère. Le serveur a apporté les plats principaux, mais je n'arrivais presque pas à manger. Chaque bouchée avait un goût de trahison. Chaque gorgée de vin me rappelait que je dînais avec mon ennemi. Hugo,
lui, mangeait avec appétit, comme s'il fêtait quelque chose. Maman, je sais que c'est difficile pour toi, dit-il en découpant sa viande. Mais pense à tout ce que tu vas gagner. Tu n'auras plus à te lever à l'aube pour traire les vaches. Tu n'auras plus à te soucier des récoltes. Tu n'auras plus à gérer des employés compliqués. Tu pourras enfin te reposer comme tu le mérites. Ce que Hugo ne comprenait pas, c'est que je ne voulais pas me reposer. Ces réveils tôt, ces inquiétudes, ces défis quotidiens. C'était ça qui donnait un sens à ma vie. La propriété n'était pas un fardeau à éliminer. C'était le moteur qui me gardait vivante, active, et pleine de but. Et si je ne veux pas me reposer, ai-je demandé doucement. Et si je veux continuer à travailler ma terre jusqu'à mon dernier souffle? Hugo a arrêté de manger et m'a regardé avec un mélange de frustration et de pitié. Maman, tu as 67 ans. Tu n'as plus l'âge pour faire ces tâches physiques. Tu pourrais te blesser, tomber malade, ou même mourir seul dans ce coin perdu. Son inquiétude sonnait tellement faux que j'avais envie de vomir. En plus, l'affaire est déjà faite, les papiers sont signés, l'argent est investi, il n'y a pas de retour en arrière. Les papiers sont signés, ai-je répété lentement. Et quels papiers, Hugo? Il a sorti de sa mallette les mêmes documents qu'il m'avait montrés la veille. Ces papiers. Maman, voilà ta signature autorisant la vente de la propriété. Il m'a montré la page où figurait une signature censée être la mienne, mais que je n'avais jamais faite. Quand est-ce que j'ai signé ça? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Hugo m'a regardé dans les yeux avec une froideur qui m'a glacé. Maman, tu as signé ça il y a un mois, quand tu es venu me rendre visite. Tu ne t'en souviens pas. Le mensonge était tellement énorme que j'en ai été sans voix. Mon propre fils m'accusait d'être sénile pour justifier son vol. Tu m'as dit que tu ne voulais plus la responsabilité de gérer la propriété. Que tu préférais que je m'en occupe, a-t-il continué avec une aisance choquante. Hugo, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais même pas. Je n'ai jamais signé ces papiers. Je ne t'ai jamais dit que je voulais vendre la propriété. Ce n'est pas ma signature. Son visage s'est immédiatement durci. Maman, c'est exactement ce que je redoutais. Tu commences à avoir des troubles de mémoire. C'est pour ça que tu dois déménager en ville. Où tu pourras recevoir les soins médicaux dont tu as besoin. La manipulation était tellement violente que j'ai ressenti une énorme nausée. Des troubles de mémoire, ai-je répété, choqué. Tu es en train de dire que je suis sénile. Hugo a soupiré comme s'il avait eu cette conversation 1000 fois. Maman, ce n'est pas ta faute. C'est une partie normale du vieillissement. Mais c'est justement pour ça que j'ai pris ces décisions à ta place, pour te protéger de toi-même. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Il ne m'avait pas seulement volé, maintenant il essayait de me faire croire que j'étais folle. À ce moment-là, j'ai senti une main douce sur mon épaule. C'était Sophia, mon avocate, qui était arrivée pile à l'heure selon notre plan. Oh bonsoir, Marie-Belle, me dit-elle avec un sourire chaleureux. J'espère que ça ne te dérange pas que je me joigne à vous. Hugo me regarda, confus. Et qui est cette dame, maman? Son ton n'était plus condescendant, mais réellement inquiet. Il commençait à perdre le contrôle de la situation. Hugo, dis-je avec un sourire qui, cette fois, était sincère. Je te présente Sophia, mon avocate. Elle a quelque chose de très intéressant à te dire sur les papiers que tu viens de me montrer. Le visage de Hugo devint pâle pendant que Sophia prenait place à côté de nous. Le dîner d'adieu allait devenir une confrontation que mon fils n'avait jamais imaginée. Le visage de Hugo changea complètement lorsque Sophia s'assit à notre table. Son assurance arrogante se transforma en nervosité évidente, comme un enfant pris en train de faire une bêtise. « Maman, que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix qui essayait d'être ferme, mais qui tremblait légèrement. « Pourquoi as-tu amené ton avocate à un dîner de famille » Ses yeux allaient de Sophia à moi, tentant de comprendre la situation. « Hugo, permets-moi de me présenter formellement » dit Sophia avec un sourire professionnel qui ne touchait pas ses yeux. « Je suis la docteure Sophia Ramirez, avocate spécialisée en droit patrimonial et en protection des personnes âgées. Ta mère m'a engagé la semaine dernière après que son fils cadet l'ait alerté sur certains projets que tu avais concernant sa propriété. » La manière dont elle prononça le mot « projet » fit encore plus pâlir Hugo. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » murmura Hugo, mais sa voix n'avait plus la confiance de tout à l'heure.
Maman m'a juste autorisé à vendre la propriété parce qu'elle ne pouvait plus la gérer seule. Tout est parfaitement légal. Sophia ouvrit son maltin et sortit un gros dossier plein de documents. Légal? C'est très intéressant. Hugo, pourrais-tu alors m'expliquer pourquoi la signature sur ces documents ne correspond à aucune des signatures authentiques de ta mère depuis 40 ans? Hugo prit les papiers que Sophia lui tendait, et je vis ses mains trembler pendant qu'il les examinait. Ça doit être une erreur, balbutia-t-il. Maman a signé ces documents volontairement. J'étais présent quand elle l'a fait. Sophia sortit un autre document de son dossier. Tu parles de cette fois-ci, demanda-t-elle en lui montrant une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Sur l'image, on voyait clairement Hugo assis seul dans son bureau, en train de signer les papiers lui-même. Où as-tu trouvé cette photo? Demanda Hugo d'une voix à peine audible. Son visage avait perdu toute couleur et des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front. Hugo, tu pensais vraiment pouvoir commettre un faux sans laisser de traces, répondit Sophia avec un calme glaçant face à la panique croissante de mon fils. Il y a des caméras de sécurité dans l'immeuble où tu as ton bureau. Nous avons aussi les enregistrements des appels téléphoniques où tu discutais de ce plan avec ton complice. Et quel complice? Demandai-je, réellement surprise. Cette information était nouvelle pour moi. Sophia me regarda brièvement avant de continuer. Javier Montenegro, le soi-disant acheteur de la propriété, est en réalité le complice de Hugo dans cette escroquerie. Le plan était que Javier achète la propriété à un prix gonflé. Ensuite, Hugo lui rendrait la différence en liquide, gardant les 4 millions restants pour ses investissements. Hugo s'agrippa à sa coupe de vin comme à une bouée au milieu d'une tempête. Ce n'est pas vrai, murmura-t-il, mais sa dénégation semblait désespérée. Javier est un acheteur légitime. Il veut la propriété pour développer un projet touristique. Sophia sourit d'une manière qui me remplit de fierté d'avoir choisi cette avocate. Hugo, Javier Montenegro n'existe pas. C'est une fausse identité que tu as créée avec des papiers frauduleux. Le compte bancaire où il aurait soi-disant versé les 4 millions est à ton nom. Le restaurant semblait avoir disparu autour de nous. Nous n'étions plus que 3 à cette table, et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Maman, dit Hugo en se tournant vers moi avec des yeux suppliants. Tu me connais. Je ne te ferai jamais de mal. Il doit y avoir un malentendu. Pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qui courait vers moi quand il faisait des cauchemars. Et mon cœur de mère s'est légèrement attendri. Mais ensuite, j'ai repensé au chèque de 1000 $ et à ces mots, va-t'en très loin d'ici. Hugo, est-ce vrai ce que dit Sophia, lui ai-je demandé d'une voix étrangement calme, même pour moi. Tu as vraiment falsifié ma signature pour me voler ma propriété? Mon fils aîné me regarda droit dans les yeux, et pendant une seconde je crus qu'il allait me dire la vérité. Mais à la place, son visage se durcit et je revis l'homme froid et calculateur que j'avais appris à connaître ces dernières années. Maman, tu ne comprends pas ce qui se passe, dit Hugo avec une arrogance renouvelée. Oui, j'ai peut-être un peu modifié les documents, mais c'était pour ton bien. Tu n'as plus la capacité mentale de prendre des décisions financières importantes. Quelqu'un devait protéger le patrimoine familial avant que tu fasses une folie sénile. La cruauté de ces paroles me frappa comme une gifle en pleine figure. Sophia intervint avant que je puisse répondre. Hugo, tu es conscient que tu viens d'avouer avoir commis une fraude documentaire. Un abus financier envers une personne âgée et la falsification de documents officiels? Parce que tout ceci est enregistré. Elle montra une petite enregistreuse digitale discrètement posée sur la table. Hugo réalisa qu'il était tombé dans un piège parfaitement organisé. De plus, continua Sophia sans pitié. Je dois t'informer que la propriété n'a jamais pu être vendue légalement. Car la semaine dernière ta mère l'a transférée dans une fiducie irrévocable. Elle est l'unique bénéficiaire à vie, et toute vente ultérieure est automatiquement annulée. Hugo me regarda avec une expression de choc total. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il d'une voix rauque. Ça veut dire, mon cher fils, dis-je en retrouvant enfin ma voix, que non seulement tu ne peux pas vendre ma propriété, mais qu'en plus, maintenant, tu as un gros problème. Le prétendu acheteur, Javier Montenegro, qui selon Sophia n'est autre que toi, a déjà reçu une propriété qu'il ne peut légalement pas posséder. Où sont donc les 4 millions de $ que tu prétends avoir reçus pour elle? La réalisation de sa situation frappa Hugo comme un tsunami. Je les ai investis, balbutia-t-il.
Et ils sont dans des actions d'une entreprise technologique. Je peux les récupérer. Sophia secoua la tête. Hugo, nous avons enquêté sur cet investissement soi-disant. L'entreprise Technolatino Solutions n'existe pas. C'est une autre société fantôme que tu as inventée pour cacher l'argent. Où sont réellement ces 4 millions? Hugo s'effondra sur sa chaise comme un ballon crevé. À ce moment-là, Massia s'approcha de notre table. Désolé d'interrompre, dit-il d'une voix tendue. Mais je pense que Hugo devrait savoir que la banque a déjà gelé tous ses comptes pour activité suspecte. Hugo leva les yeux vers son frère cadet avec une expression de défaite absolue. Massia, toi aussi tu es dans le coup, dit-il d'une voix cassée. Comme un homme venant de voir son monde s'effondrer. Oui, Hugo, répondit Massia avec une fermeté que je ne lui avais jamais vue. Je suis très impliqué. C'est moi qui ai tout raconté à maman sur tes plans. C'est moi qui l'ai convaincu de contacter Sophia. Et c'est moi qui ai contacté les autorités bancaires quand j'ai découvert les transferts frauduleux. Hugo regarda son frère comme s'il le voyait pour la première fois. Pourquoi? Demanda Hugo d'une voix brisée. Pourquoi tu m'as trahi? Massia s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. Hugo, je ne t'ai pas trahi. C'est toi qui as trahi notre famille quand tu as décidé de voler à maman tout ce pour quoi elle avait travaillé pendant 40 ans. Tu as trahi ta propre mère quand tu l'as traitée comme un simple fardeau sénile. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Massia. Le serveur s'approcha timidement pour demander si tout allait bien, visiblement mal à l'aise à cause de la tension à notre table. Tout va parfaitement bien, dis-je avec un sourire qui devait paraître féroce. Ma famille est simplement en train d'avoir une conversation très nécessaire sur l'honnêteté et le respect. Le serveur s'éloigna rapidement, soulagé de ne pas avoir à se mêler à notre drame familial. Hugo leva les yeux vers moi, plein de larmes. Maman, je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai tout fait en pensant à l'avenir de la famille. Sophia et moi échangeâmes un regard. Après tout ce qui s'était passé, mon fils aîné essayait encore de me manipuler avec des excuses et des justifications. La transformation de mon petit garçon doux en cet homme égoïste et cruel était complète. Il n'y avait plus de retour possible. Les larmes de Hugo ne m'émouvaient plus comme il l'espérait. En 40 ans, j'avais appris à reconnaître la différence entre un vrai regret et une tentative désespérée de manipulation. Hugo, lui dis-je d'une voix plus ferme que je ne me sentais réellement. Si tu avais vraiment pensé à l'avenir de la famille, tu m'aurais parlé avant de prendre des décisions à propos de ma vie et de ma propriété. Ses sanglots s'intensifièrent, mais je n'étais plus cette mère qui fondait devant les larmes de ses enfants. Maman, s'il te plaît, supplia Hugo en s'agrippant à ma main. Je sais que j'ai mal agi, mais on peut arranger les choses. Je peux rendre l'argent, annuler les investissements, remettre tout comme avant. Sa panique était évidente, mais elle montrait aussi qu'il ne comprenait toujours pas l'ampleur de ce qu'il avait fait. Hugo, où est exactement l'argent que tu prétends avoir investi? Demanda Sophia avec une patience que je savais purement professionnelle. Hugo s'essuya les yeux avec la serviette et essaya de retrouver une posture d'homme d'affaires. L'argent est dans un compte d'investissement offshore. C'est un processus complexe, mais je peux y accéder dans quelques jours. Sophia sortit un autre dossier de son maltin. Hugo, tu parles du compte Oil Caïman que tu as ouvert la semaine dernière au nom de HM Holdings? Parce que ce compte est aussi en cours d'enquête pour blanchiment d'argent. Le visage de Hugo se décomposa complètement. Ah comment vous savez tout ça, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Hugo, expliqua Sophia avec un calme impressionnant. Quand tu voles 4 millions de dollars à ta propre mère, tu déclenches automatiquement plusieurs systèmes d'alerte bancaire. Les transferts internationaux de cette ampleur, sans justification commerciale valable, sont toujours examinés par les autorités. Massia prit la main de Hugo avec une réelle tristesse. Frérot, à quel moment on en est arrivé là? Quand est-ce que tu as décidé que l'argent valait plus que notre mère? Hugo leva les yeux vers Massia, entre ressentiment et désespoir. Tu ne comprends pas, Massia. Tu as toujours été le fils préféré, celui qui n'a jamais eu à se soucier de l'argent. C'est moi l'aîné. J'aurais dû hériter de la propriété automatiquement. Le fils préféré, répétai-je, incrédule. Hugo, j'ai toujours traité tous les deux de la même façon. Je vous ai donné les mêmes chances, la même éducation, le même amour. Hugo lâcha un rire amer qui me glaça. Le même amour, maman? Massia a toujours pu faire ce qu'il voulait.
Il est allé étudier l'art, il s'est marié avec qui il voulait, il n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. Moi, j'ai dû étudier la gestion parce que tu disais que quelqu'un devait s'occuper des affaires de la propriété. Cette révélation me frappa comme un éclair. Pendant toutes ces années, Hugo avait nourri un ressentiment que je n'avais jamais perçu. Hugo, je ne t'ai jamais obligé à étudier la gestion. Tu m'as dit que tu voulais le faire parce que les affaires t'intéressaient. Hugo secoua la tête violemment. Je voulais étudier la musique, maman. Je voulais être compositeur. Mais tu avais besoin de quelqu'un qui comprenne les chiffres et les contrats. Alors j'ai sacrifié mes rêves pour la famille. Le silence qui suivit sa confession fut assourdissant. Massia me regardait surpris, visiblement ignorant de cette version de l'histoire. Sofia observait tout avec un intérêt professionnel, sûrement habituée à ce que les conflits familiaux fassent ressortir de vieilles blessures. Hugo, dis-je enfin. Si tu t'es senti obligé d'étudier quelque chose que tu ne voulais pas, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? À quoi bon, répondit Hugo avec amertume. La propriété a toujours été ta priorité numéro 1. Tes plantes, tes animaux, tes récoltes. Nous, on passait après. Massia l'a compris et il est parti vivre sa vie. Moi, je suis resté à attendre que tu reconnaisses enfin mon sacrifice. Ces mots me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre, parce qu'il y avait une part de vérité. Hugo, c'est vrai que la propriété était très importante pour moi, avouai-je avec honnêteté. C'était ma façon d'assurer un avenir pour vous deux. Mais ça ne justifie pas que tu m'aies volé tout ce pour quoi j'ai travaillé pendant 40 ans. Hugo se cacha le visage dans les mains. Je ne voulais pas te voler, maman. Je voulais que tu me voies enfin comme ton partenaire, ton héritier légitime. Je voulais te montrer que je pouvais faire fructifier la propriété grâce à des investissements intelligents. Sofia intervint calmement. Hugo, tu comprends qu'il existe des moyens légaux pour exprimer ses ambitions? Tu aurais pu proposer un plan à ta mère. Tu aurais pu demander à devenir officiellement partenaire dans la gestion de la propriété. Tu aurais pu suggérer d'investir une partie des bénéfices dans d'autres projets. Hugo leva les yeux avec une expression mêlant frustration et détresse. J'ai essayé, dit-il d'une voix brisée. Pendant des années, je lui ai proposé des idées pour développer le business, pour moderniser, pour diversifier. Mais maman me disait toujours que la propriété allait bien comme elle était, qu'il n'y avait pas besoin de changer. Je réalisais que Hugo avait raison sur ce point. J'avais été très prudente dans mes décisions, peut-être trop résistante au changement. Mais ça ne te donnait pas le droit de prendre des décisions seule sur ma propriété, lui dis-je fermement. Si tu voulais du changement, tu aurais dû insister. Tu aurais dû chercher à me convaincre, pas à me tromper. Hugo hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin la gravité de ses actes. Je sais. Maman, je le sais et je me déteste pour ça. Mais quand j'ai vu l'opportunité d'investir dans Technolatino, je me suis dit que je pouvais prouver ma valeur sans avoir à te demander la permission. Hugo, intervint Massia avec douceur. Technolatino n'existe pas, Sofia l'a déjà expliqué. Où as-tu réellement mis l'argent? Hugo resta silencieux pendant plusieurs minutes, clairement en train d'hésiter entre dire la vérité ou continuer à mentir. Finalement, il soupira profondément. Je l'ai investi dans des crypto-monnaies, admit-il à voix basse. Je pensais pouvoir tripler l'argent en quelques mois et rendre à maman sa propriété, avec un énorme bénéfice en plus. La confession tomba comme une bombe. Des crypto-monnaies, répétai-je, incrédule. Hugo, tu as parié 4 millions de dollars de mon argent sur des crypto-monnaies sans me le dire? Sofia se pencha en avant avec intérêt. Hugo, peux-tu être plus précis? Quelle crypto-monnaie? Sur quelle plateforme? Hugo avait l'air d'un homme qui venait d'avouer son propre suicide financier. J'ai investi dans plusieurs nouvelles crypto-monnaies qui promettaient des rendements énormes, murmura-t-il. Luna Coin, Galaxy Token, et d'autres dont je ne me souviens plus le nom. Le conseiller en investissement m'a dit que c'était des occasions en or. Sofia et Massia échangèrent un regard d'horreur. Hugo, dit Massia d'une voix tremblante. Ce sont des arnaques classiques. Combien reste-t-il? Hugo s'effondra complètement dans sa chaise. D'après mon dernier relevé, il reste environ 300 000 dollars. Le reste a été perdu quand plusieurs de ces cryptos se sont effondrés la semaine dernière. Le silence qui suivit fut total. 4 millions réduits à 300 000 en quelques jours. La perte était si énorme que mon cerveau refusait d'en mesurer toute l'ampleur.
300 000, répétai-je lentement. Hugo, tu as perdu 700 000 $ en une semaine. Hugo hocha la tête sans lever les yeux, comme un enfant qui vient de casser le vase le plus précieux de la maison. Je pensais que c'était juste une correction temporaire du marché. Le conseiller m'a dit que toutes les nouvelles investissements avaient une volatilité au début. Sophia ferma les yeux un instant, probablement en train d'évaluer les implications juridiques de cette révélation. Hugo, tu as les documents de ces investissements? Contrat, reçu, échange avec ce conseiller, demanda Sophia. Avec une urgence qu'elle n'avait pas montrée jusque-là. Hugo fouilla dans sa mallette et sortit plusieurs feuilles froissées. Voilà quelques documents, mais la plupart des transactions étaient numériques. Sophia examina rapidement les papiers et son expression devint de plus en plus sombre. Hugo, ce ne sont pas des documents d'investissement valides, dit-elle après les avoir tous consultés. Ce sont des formulaires d'une arnaque pyramidale en crypto-monnaie. Non seulement tu as perdu l'argent de ta mère, mais en plus, tu as été victime d'une énorme escroquerie. Hugo leva les yeux avec une étincelle d'espoir. Donc, ça veut dire que je peux récupérer l'argent? Sophia secoua la tête tristement. Ça veut dire que les escrocs ont déjà disparu avec l'argent, et qu'il y a pratiquement aucune chance de récupération. La réalité de la situation nous frappa tous de plein fouet. Hugo n'avait pas seulement trahi ma confiance et volé ma propriété. Il avait perdu de façon irréversible une fortune qui représentait 40 années de travail. La justice poétique était brutale. Le fils qui voulait prouver sa supériorité financière était tombé dans l'arnaque la plus basique du monde numérique. La dévastation sur le visage de Hugo était totale. Il n'avait pas seulement perdu le respect de sa famille, mais aussi détruit économiquement ce qu'il avait tant convoité. « Maman » murmura-t-il à peine audible. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai aucun moyen de te rendre l'argent. Ma maison est hypothéquée, mes cartes de crédit sont pleines, et maintenant les autorités ont gelé mes comptes. Pour la première fois de la soirée, je vis une vulnérabilité sincère au lieu d'une manipulation calculée. Hugo, ce n'est plus ma responsabilité, lui dis-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. Mais tu as pris ces décisions sans me consulter, pensant que tu avais le droit de disposer de ma vie et de ma propriété. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Sophia acquiesça pendant qu'elle rangeait les documents. Maribel a raison, Hugo. Tu es un adulte de 42 ans. Les décisions étaient les tiennes, et les conséquences aussi. Massia prit la main de son frère avec une vraie compassion. Hugo, je vais t'aider comme je peux, mais d'abord, tu dois comprendre que ce que tu as fait est extrêmement grave. Hugo serra la main de Massia comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Maman, tu vas me dénoncer à la police, demanda-t-il, les yeux remplis de peur. La question me frappa de plein fouet car, malgré tout, c'était toujours mon fils. Sophia répondit avant que je puisse le faire. Hugo, techniquement, tu as déjà été dénoncé. Les banques ont automatiquement signalé les transferts suspects aux autorités financières. La falsification de documents, l'usurpation de signatures et l'abus financier envers une personne âgée sont des crimes graves traités automatiquement. Hugo devint pâle comme un drap. Ça veut dire que je vais aller en prison. Ça dépend de plusieurs choses, expliqua Sophia calmement. Ta coopération avec l'enquête, ta volonté de rendre ce qu'il reste de l'argent. Et la décision de ta mère de poursuivre ou non en justice civile. Tous les regards se tournèrent vers moi. La décision la plus difficile de ma vie était entre mes mains. Devais-je envoyer mon propre fils en prison ou chercher une autre forme de justice? Hugo, je veux que tu m'écoutes très attentivement, dis-je après plusieurs minutes de silence. Ce que tu as fait ne m'a pas seulement volé de l'argent. Tu as détruit la confiance que j'avais mise en toi pendant 42 ans. Tu m'as traité comme une vieille folle qui ne méritait ni respect ni considération. Hugo recommença à pleurer, mais cette fois, cela paraissait sincère. Maman, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je voulais juste t'impressionner. M'impressionner en me volant, demandai-je, incrédule. En me traitant comme un fardeau à éliminer? Hugo secoua la tête, désespéré. Non, maman. Je voulais t'impressionner en multipliant l'argent. En te rendant la propriété améliorée, en prouvant que je pouvais être le fils à succès que tu as toujours voulu. Ces mots montraient une vision déformée de la réalité qui me fit vraiment peur. Hugo, je n'ai jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre. Je voulais juste que tu sois honnête, travailleur, et respectueux.
Le succès financier n'a jamais été ma priorité pour vous deux. Massia acquiesça vivement. Maman nous a toujours dit que le plus important était d'être une bonne personne, pas une personne riche. Hugo regarda son frère comme s'il entendait cela pour la première fois. Sophia toussota doucement pour attirer notre attention. Maribel, nous devons discuter des prochaines étapes légales. Hugo devra faire face à des accusations pénales quoi que tu décides. Mais tu peux influencer les conséquences civiles. Je pris un moment pour assimiler tout cela. Mon fils avait commis des crimes graves, perdu une fortune. Et maintenant son avenir dépendait en partie de mes décisions. Sophia, quelles sont mes options, demandai-je enfin. Tu peux lancer une plainte civile complète pour récupérer tous les dommages plus des pénalités. Ou tu peux négocier un accord où il rend les 300 000 $ restants. Mets en place un plan de remboursement pour le reste, et on renonce à certaines poursuites civiles. Hugo me regardait avec une supplication désespérée. Et si je choisis la plainte complète, demandai-je. Hugo perdrait tout, sa maison, sa voiture, tout ce qui lui reste. En plus, il risquerait des pénalités qui le laisseraient endetté à vie. La sévérité de ses choix me choqua. Une partie de moi voulait que Hugo paie pour tout. Mais une autre se souvenait encore du petit garçon qu'il avait été. Maman, s'il te plaît, supplia Hugo, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te jure que je vais tout faire pour me racheter. Je travaillerai jour et nuit, je vendrai tout ce que j'ai, je trouverai un moyen de te rendre chaque centime. Ces promesses semblaient sincères, mais j'avais appris à ne plus me laisser avoir par de belles paroles. Hugo, comment puis-je croire à tes promesses après ce que tu m'as fait? Comment savoir que ce n'est pas encore une manipulation pour éviter les conséquences? Hugo s'essuya les yeux et me regarda avec un sérieux que je n'avais pas vu depuis des années. Parce que je comprends maintenant que j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux, ton respect et ta confiance. L'argent peut se récupérer, mais ça, peut-être jamais. Massia intervint doucement. Maman, je peux proposer quelque chose? J'acquiesçai, attentive à sa suggestion. Et si on donnait à Hugo une chance de prouver qu'il est sincère, mais avec des conditions strictes? Sophia haussa les sourcils, curieuse. Quelles conditions tu proposes, Massia? Que Hugo rende immédiatement les 300 000 $ restants. Qu'il vende sa maison et sa voiture pour rembourser encore plus. Et qu'il accepte de travailler à la propriété sans salaire jusqu'à avoir réparé une bonne partie du tort causé. Et tous à superviser légalement, avec des rapports mensuels à Sophia sur ses progrès. Hugo accepta la proposition désespérément. C'est une option intéressante, dit Sophia. Mais il faudra ajouter des conséquences claires si Hugo ne respecte pas les termes. Et on devra garantir qu'il n'aura plus jamais accès à un bien de Maribel sans contrôle légal. Hugo semblait prêt à tout accepter pour éviter la ruine totale. Et la relation familiale, demandai-je, touchant enfin ce qui comptait le plus pour moi. Comment reconstruire la confiance que tu as détruite, Hugo? Cette question comptait plus pour moi que toutes les autres considérations financières. Hugo mit plusieurs minutes avant de répondre, clairement en train de réfléchir profondément. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander une autre chance, dit-il enfin. Mais si tu me permets de travailler à la ferme, pas comme ton héritier ou ton associé, mais comme ton employé. Alors peut-être que je pourrais te prouver, au fil des années, que je suis capable de respecter ton travail et ton autorité. Son humilité semblait sincère, mais je savais que les mots sont faciles quand quelqu'un est désespéré. Hugo, le travail à la ferme est dur, l'avertis-je. Ça veut dire se lever à 5 heures du matin, travailler sous le soleil, se salir les mains, faire des tâches que tu as toujours considérées en dessous de ton niveau d'études. Tu es vraiment prêt à ça? Hugo acquiesça vivement. Maman, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Je veux regagner ton respect, même si ça me prend le reste de ma vie. Sophia prenait des notes pendant notre échange. Si on choisit de faire un accord supervisé, il faudra fixer des termes très précis. Montant de la restitution, calendrier de paiement, conditions de travail, sanctions en cas de non-respect. Et une période d'essai bien définie. Hugo accepta immédiatement toutes les conditions légales que Sophia énonçait. Il y a une condition de plus, dis-je enfin. Sentant que c'était le moment de fixer la limite la plus importante. Hugo, si tu acceptes cet accord, tu ne pourras plus jamais remettre en question mes décisions concernant la ferme. Ni me faire pression pour que je fasse des changements que je ne veux pas. Ma propriété m'appartient, et mes décisions sont finales.
Hugo hocha la tête solennellement. Je comprends parfaitement. Maman, je ne franchirai plus jamais ces limites. Le restaurant était presque vide pendant que nous avions cette conversation qui allait changer nos vies pour toujours. Le serveur s'approcha discrètement pour nous demander si nous avions besoin de quelque chose d'autre. Clairement pressé de fermer. Juste encore quelques minutes, lui dis-je gentiment. Les décisions les plus importantes de notre vie ne pouvaient pas être prises à la va-vite à cause d'un horaire de restaurant. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Hugo, je vais te donner une chance de te racheter, mais ce sera à mes conditions et avec un contrôle juridique complet. Annonçai-je avec une fermeté qui résonna dans toute la salle. Tu as exactement 1 an pour me montrer que tu peux redevenir le fils que j'ai élevé, pas l'escroc que tu es devenu. Hugo me regarda avec un mélange de soulagement et de peur, comprenant que c'était probablement sa dernière chance. Sophia, prépare un contrat avec tout ce que nous avons convenu, poursuivis-je. Hugo rendra immédiatement les $300 000 restants. Il vendra tous ses biens pour générer des fonds supplémentaires de restitution. Et il travaillera à ma ferme sans salaire pendant 12 mois. Sophia acquiesça en prenant des notes détaillées. Je veux aussi un rapport mensuel de ses progrès, et s'il viole une seule condition de l'accord, nous lancerons immédiatement une plainte civile complète. Hugo s'essuya les larmes et me regarda droit dans les yeux. Maman, j'accepte toutes les conditions. Je te promets que je vais travailler plus dur que jamais. Sa voix tremblait, mais il y avait une détermination que je n'avais pas entendue depuis des années. Mais tu dois comprendre une chose, Hugo, dis-je avec gravité. Ce n'est pas une réconciliation. C'est une opportunité de travail encadré. La confiance devra être gagnée jour après jour. Et cela pourra prendre des années pour reconstruire ce que tu as détruit en une seule nuit. Massia prit la main de son frère avec une émotion contenue. Hugo, je suis fier de maman pour t'avoir donné cette chance. Et j'espère que tu la respecteras comme il se doit. Hugo fit un signe de tête vers son frère cadet. Massia, merci d'avoir protégé maman pendant que moi je la trahissais. Tu es un homme meilleur que moi, et j'espère apprendre de toi pendant ce processus. L'humilité sincère dans la voix de Hugo me donna un premier véritable espoir qu'un jour, peut-être, nous pourrions guérir cette blessure familiale. Passons maintenant aux détails concrets, dit Sophia en organisant ses documents. Hugo, dès demain tu dois transférer les $300 000 restants sur un compte de restitution que je vais gérer. Ensuite, tu as 30 jours pour vendre ta maison, ta voiture et tout bien de valeur. Hugo acquiesça sans protester. Où vais-je vivre pendant cette période, demanda-t-il avec inquiétude. À la ferme, avec moi, répondis-je, le surprenant. Mais pas dans la maison principale. Il y a une petite cabane où dorment les travailleurs saisonniers. Tu vivras là, dans les mêmes conditions que tout autre employé. Hugo avala sa salive nerveusement. Pas de privilège parce que je suis ton fils? Je secouai la tête fermement. Aucun privilège. En fait, tu seras encore plus surveillé parce que tu es mon fils. Celui qui a trahi ma confiance. Sophia poursuivit avec les conditions légales. Hugo, tu dois aussi comprendre qu'au cours de cette année d'essai, tu ne pourras prendre aucune décision financière importante sans supervision. Pas d'investissement, pas d'emprunt, pas de nouveaux comptes bancaires. Hugo accepta chaque restriction sans discuter. Je comprends. Je dois d'abord prouver que je suis capable de gérer les responsabilités de base. Avant qu'on me fasse confiance à nouveau. Il y a encore quelque chose, ajoutai-je sérieusement. Hugo, durant cette année, tu vas apprendre chaque aspect du travail de la ferme. Tu vas traire les vaches, planter du café, réparer des clôtures, nettoyer les étables. Et comprendre physiquement ce que ça veut dire de bâtir quelque chose avec ses propres mains. Hugo acquiesça vivement. Maman, je suis prêt. Je veux vraiment comprendre ce que tu as fait toutes ces années. Massia sourit pour la première fois de la soirée. Hugo, je crois que ce travail va te faire changer ta vision des choses. Hugo regarda son frère avec curiosité. Comment ça? Massia réfléchit un instant avant de répondre. Quand tu travailles la terre avec tes propres mains, tu comprends que l'argent ce n'est pas juste des chiffres. Chaque peso représente de la sueur, de l'effort, du sacrifice. Peut-être que ça t'aidera à comprendre ce que maman a construit. Et tu dois aussi comprendre, continuai-je, que ta relation avec moi va fondamentalement changer. Tu n'es plus mon fils qui peut me demander des faveurs ou attendre un traitement spécial.
Tu es mon employé, et tu devras mériter chaque opportunité que tu recevras. Hugo hocha la tête, très sérieux. Je comprends, maman. Je sais que j'ai perdu le droit d'être traité comme ton fils le jour où je t'ai trahi. J'espère pouvoir regagner cette place avec le temps. Sophia referma son dossier avec satisfaction. Maribel, je pense que cet accord est juste mais rigoureux. Il donne à Hugo une chance de se racheter tout en protégeant pleinement tes intérêts. Je me tournai vers Hugo avec l'expression la plus sérieuse possible. Hugo, je veux que tu comprennes que si tu échoues à respecter cet accord, il n'y aura pas de troisième chance. Je lancerai la procédure judiciaire complète et je couperai tout lien avec toi. Je comprends totalement, maman, répondit Hugo d'une voix brisée, mais déterminée. C'est ma dernière chance d'être à nouveau ton fils, et je ne vais pas la gâcher. Ces mots sonnaient sincères, mais je savais que seules ses actions parleraient. Bien. Alors demain on commence. Tu seras à la ferme à 5 heures du matin, prêt à travailler. Le serveur revint, visiblement inquiet de devoir fermer le restaurant. Excusez-moi, mais nous devons fermer dans 15 minutes, nous informa Théil poliment. Sophia commença à ranger ses documents. Parfait. Je pense que nous avons couvert tout ce qu'il fallait pour ce soir. Demain, on se retrouve à mon bureau pour signer officiellement l'accord. Hugo acquiesça nerveusement, probablement encore en train d'absorber tout ce qu'il venait d'accepter. En nous levant de table, Massia prit Hugo dans ses bras, les larmes aux yeux. Frérot, je suis fier de toi pour avoir accepté cette chance. Je sais que ce sera difficile, mais je crois que c'est exactement ce qu'il te fallait. Hugo lui rendit l'accolade avec force. Massia, merci de ne pas m'avoir abandonné malgré tout. J'ai besoin que tu m'aides à rester sur le droit chemin cette année. Hugo, dis-je enfin, il y a encore une chose que tu dois comprendre. Pendant ces 12 mois, tu ne vas pas seulement travailler pour rembourser l'argent perdu. Tu vas aussi travailler pour reconstruire le respect que tu as détruit. La confiance que tu as trahi et la relation familiale que tu as failli briser à jamais. Hugo me regarda avec une humilité que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Maman, je sais que je ne mérite pas cette opportunité, mais je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour en être digne. Sophia nous accompagna jusqu'à la porte du restaurant. Maribel, je suis impressionné par ta sagesse dans cette situation. Tu donnes à Hugo une chance de se racheter, mais avec une protection juridique complète. Je remerciais Sophia pour toute son aide professionnelle. Je n'aurais jamais pu gérer tout ça sans ton expertise légale. À demain pour la signature des documents. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'eus l'impression de sortir d'une bataille épique. La trahison de Hugo avait été dévastatrice, mais au moins, maintenant, il y avait un chemin vers l'avenir. Hugo, lui dis-je avant de nous dire au revoir. N'oublie pas que demain à 5 heures précises, tu travailleras comme n'importe quel autre employé de la ferme. Ne sois pas en retard. Hugo acquiesça solennellement. Je ne te décevrai pas, maman. Cette fois, je ne te décevrai pas. Massia proposa de me ramener à la maison, mais je préférais conduire seul pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Sur le chemin du retour à la ferme, je repensais à la nuit la plus intense de ma vie. Mon fils m'avait trahi de la pire des façons, mais j'avais prouvé qu'une femme de 67 ans pouvait se défendre et poser des limites claires. L'avenir était incertain, mais au moins, il se ferait désormais selon mes conditions. En arrivant à la ferme, je vis mes terres baignées par la lumière de la lune et je ressentis une profonde satisfaction. Cette terre était toujours à moi. Mon travail de 40 ans était protégé. Et peut-être, juste peut-être, j'aurais la chance de retrouver mon fils perdu. Mais cette fois, selon MES règles et MES conditions. La femme qui avait construit un empire de ses propres mains ne serait pas vaincue par la trahison. Pas même par celle de son propre fils. 3 mois après cette nuit qui avait changé nos vies à jamais, je me réveillai, comme toujours, à 4h30 du matin. Je n'avais plus besoin de réveil. Mon corps avait développé une horloge interne après 4 décennies de réveil à l'aube. En m'habillant, j'entendis des pas dans la cour. Hugo était déjà réveillé, se préparant pour une nouvelle journée de travail qui commencerait à 5 heures pile. Les premiers jours avaient été brutaux pour lui. Ses mains, habituées à tenir des papiers et des calculatrices, s'étaient couvertes d'ampoules dès la première semaine. Son dos, qui n'avait jamais porté plus lourd qu'une mallette, avait souffert à force de soulever des sacs de café et des outils lourds. Mais à ma grande surprise, Hugo ne s'était jamais plaint. Chaque matin,
il était là, ponctuel, prêt à apprendre et à travailler. Bonjour maman, me dit Hugo quand je sortis de la maison principale. Son apparence avait changé de façon spectaculaire en 3 mois. La peau bronzée par le soleil, les mains calleuses, les muscles développés par le travail physique. Mais plus important que l'aspect extérieur, c'était son attitude qui avait changé. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix, seulement du respect sincère et une humilité qui la prenait jour après jour. Bonjour, Hugo, répondis-je avec la neutralité professionnelle que j'avais maintenue depuis le début. Ce n'était pas de la froideur, mais la distance nécessaire entre une employeuse et son employé. Aujourd'hui, nous allons inspecter le secteur nord de la plantation de café. Les plantes ont besoin de taille et d'engrais. Hugo acquiesça et alla chercher les outils nécessaires, sans que j'aie à lui dire quoi que ce soit. Il avait appris la routine rapidement. En marchant vers les plantations, j'observais comment Hugo interagissait avec les plantes. Au début, il les traitait comme des objets à manipuler pour terminer une tâche. Mais peu à peu, il avait compris que chaque plante était un être vivant demandant soin et attention. Cette plante a l'air malade, dit-il en désignant un caféier aux feuilles jaunâtres. Son observation était correcte. Qu'est-ce que tu crois qui pourrait causer ça, lui demandai-je pour tester son apprentissage. Hugo s'approcha et examina la plante de plus près. Peut-être un excès d'eau, un manque de nutriments ou une infestation. Sa réponse montrait qu'il avait écouté les leçons sur le soin des plantes. Très bien. Et que ferais-tu pour y remédier? Hugo réfléchit un instant. D'abord, je vérifierai le drainage du sol pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau stagnante. Ensuite, j'examinerai les feuilles pour détecter des signes de parasites ou de maladies. Enfin, j'ajusterai la fertilisation selon ce que je trouve. Sa réponse méthodique m'impressionna. Il commençait à penser comme un agriculteur, pas seulement à exécuter des ordres. Pendant ces 3 mois, Sophia avait scrupuleusement suivi les progrès de Hugo. Il avait respecté toutes les conditions de l'accord. Il avait transféré les $300 000 restants, vendu sa maison, sa voiture, et remis tous les fonds supplémentaires obtenus. Le total récupéré était de $505 000, une fraction de ce qui avait été perdu. Mais un début significatif. Maman, je peux te poser une question personnelle, me demanda Hugo pendant qu'on taillait les caféiers. C'était la première fois en 3 mois qu'il engageait une conversation qui ne portait pas uniquement sur le travail. Tu peux demander, répondis-je, concentré sur la taille. Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner pour ce que j'ai fait? La question me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Je m'arrêtai et le regardai droit dans les yeux. Hugo, le pardon ne se donne pas comme une récompense pour bonne conduite. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, à travers chaque décision, chaque action. Hugo acquiesça solennellement. Il comprenait que ce ne serait pas facile. Tu montres que tu es digne de confiance dans les tâches quotidiennes. Mais la vraie confiance prend des années à reconstruire. Je comprends, répondit-il avec sincérité. Je voulais juste que tu saches que chaque jour où je travaille ici, je comprends mieux ce que j'ai détruit en te trahissant. Cette terre, ce n'est pas juste de l'argent ou une propriété. C'est ta vie, ton identité, ton héritage. Ces paroles me touchèrent profondément, car elles montraient une compréhension qu'il n'avait jamais eue auparavant. Je suis heureuse que tu comprennes enfin ça, lui dis-je doucement. Cet après-midi-là, Massia vint nous rendre visite comme chaque week-end. La dynamique entre les frères avait complètement changé. Massia n'avait plus besoin de me protéger de Hugo. Il pouvait maintenant le voir comme un frère qui faisait sincèrement des efforts. Comment tu te sens après 3 mois de travail physique, demanda Massia à Hugo pendant le dîner. Fatigué, mais satisfait, répondit Hugo honnêtement. C'est étrange, mais c'est gratifiant de voir le résultat concret de ton travail à la fin de la journée. Massia sourit. C'est exactement ce que maman essayait de nous apprendre quand on était enfant. Hugo hocha la tête avec nostalgie. Tu as raison. Dommage qu'il m'ait fallu autant de temps pour le comprendre. Pendant le dîner, Hugo me parla de ses interactions avec les autres travailleurs de la ferme. Au début, il me regardait avec méfiance, admis-il. Il savait que j'étais ton fils, et probablement qu'il s'était passé quelque chose. Mais petit à petit, quand ils ont vu que j'étais prêt à faire le même travail qu'eux, ils ont commencé à m'accepter. Cela me fit plaisir de savoir que Hugo gagnait le respect par ses actions, pas par un statut. Il y a quelque chose que je voulais discuter avec toi, lui dis-je après le repas.
La Sophia m'a informé que la procédure judiciaire avance bien. Les autorités ont retrouvé certains escrocs qui t'ont piégé avec les crypto-monnaies. Hugo se redressa, intéressé. Ça veut dire qu'on peut récupérer plus d'argent? J'acquiesçai prudemment. Peut-être. Mais ça veut aussi dire que tu devras témoigner contre eux. Hugo n'hésita pas une seconde. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider à récupérer l'argent que j'ai perdu à cause de ma stupidité. Sa volonté immédiate de coopérer me prouva qu'il voulait vraiment réparer ses fautes. Très bien. Sophia organisera les réunions nécessaires avec les procureurs. Hugo acquiesça avec détermination. Ce soir-là, après le départ de Massia et le retour de Hugo à sa cabane, je m'assis sur le porche de ma maison pour réfléchir à ces 3 derniers mois. La transformation de Hugo avait été remarquable. Mais je savais aussi que 3 mois n'étaient qu'un début. Les vrais changements, les profonds, prennent des années à se construire. Cependant, pour la première fois depuis cette nuit dévastatrice au restaurant, je ressentais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Hugo montrait qu'il pouvait être discipliné, humble et travailleur. Plus important encore, il montrait qu'il pouvait respecter mon autorité et suivre des instructions sans remettre en question ni manipuler. C'étaient les bases sur lesquelles, peut-être un jour, nous pourrions reconstruire une relation familiale. Le lendemain était un dimanche, traditionnellement un jour de repos à la ferme, mais Hugo avait pris l'habitude d'utiliser les dimanches pour étudier des aspects techniques de l'agriculture. Des livres sur la culture du café, des manuels d'élevage, des articles sur les techniques modernes d'irrigation. Voir mon fils s'éduquer volontairement sur mon travail me remplissait d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Hugo, lui dis-je en le trouvant en train de lire sous un manguier, je veux te poser une question. Il leva les yeux de son livre avec attention. Quels sont tes projets après la fin de cette année d'essai? Hugo referma le livre et me regarda avec sérieux. Maman, si tu me le permets, j'aimerais continuer à travailler à la ferme, pas comme ton fils privilégié, mais comme un employé qui a mérité sa place. Sa réponse me surprit. Ta vie d'avant ne te manque pas? Ton bureau, tes costumes, tes réunions d'affaires? Hugo secoua fermement la tête. Cette vie était construite sur des ambitions vides et des décisions irresponsables. Cette vie-ci, bien que plus simple, me semble plus vraie, plus honnête. Ces mots reflétaient une maturité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Hugo, il reste encore 9 mois à ton année d'essai, lui rappelai-je. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Hugo acquiesça avec compréhension. Je sais, maman. Mais je veux que tu saches qu'à chaque jour qui passe, je suis plus convaincu que c'est le bon chemin pour moi. La sincérité dans sa voix me fit penser que peut-être, juste peut-être, j'avais retrouvé le fils que je pensais avoir perdu à jamais. Cet après-midi-là, en regardant Hugo réparer une clôture sous le soleil couchant, je ressentis un mélange complexe d'émotions. De la fierté pour la transformation que j'étais en train de voir, de la douleur pour les blessures encore en train de guérir, et de l'espoir pour l'avenir que nous pourrions construire ensemble. La justice avait été rendue, mais plus important encore, la possibilité de rédemption se manifestait chaque jour dans le travail honnête de mon fils. 1 an après ce dîner qui avait changé nos vies pour toujours, je me réveillais à l'aube avec une sensation différente dans la poitrine. Aujourd'hui marquait la fin exacte de la période d'essai de Hugo, et pour la première fois en 12 mois, je me sentais véritablement optimiste quant à l'avenir de notre famille. Le son familier des pas dans la cour me confirma que Hugo était déjà levé, se préparant pour une nouvelle journée de travail qui avait totalement transformé son caractère. Durant ces 12 mois, Hugo avait respecté chaque condition de l'accord sans aucune faute. Il avait travaillé du lever au coucher du soleil, appris tous les aspects de l'exploitation de la ferme, et montré une dévotion que je n'aurais jamais soupçonnée chez lui. Plus important encore, il avait récupéré un total de 800 000 $ grâce à la vente de ses biens et à sa coopération avec les autorités pour poursuivre les escrocs. Bonjour maman, me salua Hugo quand je sortis de la maison. Sa transformation physique était remarquable, bronzé par le soleil, musclé par le travail, les mains calleuses marquées par une année de labeur honnête. Mais sa transformation émotionnelle l'était encore plus. L'arrogance avait complètement disparu, remplacée par une humilité sincère et un profond respect pour le travail et pour moi. Bonjour Hugo, répondis-je, mais cette fois, ma voix portait une chaleur qui avait été absente pendant des mois. Aujourd'hui est un jour spécial. Hugo acquiesça avec un sourire nerveux. Oui maman, c'est la fin de mon année d'essai. Je voyais l'anxiété dans ses yeux, se demandant quelle décision j'avais prise à propos de son avenir.
Je veux que tu saches que tu as dépassé toutes mes attentes, lui dis-je sincèrement. Durant la matinée, nous avons travaillé ensemble dans les champs comme nous l'avions fait des centaines de fois cette année-là. Mais cette fois, j'observais chacun des gestes de Hugo avec un regard nouveau. La manière douce avec laquelle il traitait les animaux, le soin méticuleux avec lequel il taillait les plantes. La patience avec laquelle il expliquait les techniques agricoles aux nouveaux ouvriers. C'était l'homme que j'avais espéré qu'il devienne pendant 42 ans. À midi, Sophia arriva à la ferme pour notre réunion prévue. Tout au long de l'année, elle avait suivi les progrès de Hugo chaque mois et ses rapports avaient toujours été positifs. Marie-Belle, en tous mes années comme avocate spécialisée dans les affaires familiales, j'ai rarement vu une transformation aussi complète que celle de Hugo, me dit-elle en consultant les documents finaux. Hugo a respecté chaque clause de l'accord, poursuivit-elle. Il a restitué 800 000 des 4 millions perdus. Il a travaillé sans salaire pendant 12 mois et a montré un véritable changement de caractère et de valeur. Hugo s'assit avec nous, visiblement nerveux à l'idée de connaître ma décision finale concernant son avenir à la ferme et dans notre famille. Hugo, lui dis-je en le regardant droit dans les yeux. Il y a 1 an, tu m'as trahi de la manière la plus cruelle possible. Tu as volé ma confiance, falsifié ma signature et tenté de me prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé pendant 40 ans. Hugo baissa les yeux, visiblement honteux du rappel de ses actes passés. Mais durant cette année, tu as montré que tu pouvais changer. Tu as travaillé plus dur que n'importe quel employé que j'ai eu en 40 ans. Tu as appris à respecter cette terre et à comprendre ce que cela signifie de construire quelque chose de tes propres mains. Tu as montré de l'humilité, de la dévotion, et un engagement réel à bien faire les choses. L'émotion dans la voix de Hugo était évidente alors qu'il écoutait mes paroles. C'est pourquoi, continuai-je. J'ai décidé de t'offrir un poste permanent à la ferme, pas comme mon héritier automatique, mais comme mon associé junior. Avec un salaire juste et l'opportunité de participer aux décisions opérationnelles. Hugo me regarda, incrédule, les larmes coulant sur ses joues. Vraiment, maman? Tu me fais assez confiance pour ça? Hugo, la confiance totale prendra des années à se reconstruire, lui expliquai-je honnêtement. Mais tu as montré que tu mérites l'opportunité de continuer à faire tes preuves. Cependant, il y avait des conditions. Sophia sortit un nouveau contrat que nous avions préparé. Tu continueras à être sous supervision légale pour les 3 prochaines années. Et toute décision financière importante devra recevoir mon approbation explicite. Hugo accepta immédiatement toutes les conditions sans même lire le document. Maman, le simple fait que tu me laisses rester ici est déjà plus que ce que je mérite. Ces larmes de gratitude me touchèrent profondément. Hugo, nous méritons tous une seconde chance quand nous sommes prêts à travailler pour. Je lui tendis la main, et quand il l'a pris, je sentis que je retrouvais enfin mon fils. Cet après-midi-là, nous appelâmes Massia pour lui annoncer la nouvelle. Sa joie fut immédiate et sincère. Hugo, je suis tellement fier de toi. Tu as prouvé qu'on peut changer quand on s'engage vraiment. Nous nous sommes tous les 3 pris dans les bras pour la première fois depuis plus d'1 an. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible, notre famille se sentit de nouveau complète. Pendant le dîner, Hugo me posa une question que j'attendais depuis longtemps. Maman, penses-tu qu'un jour tu pourras me pardonner complètement pour ce que j'ai fait? Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. Hugo, le pardon n'est pas un événement unique, mais un processus. Chaque jour où tu montres que tu as changé. Chaque décision honnête que tu prends. Chaque moment de respect que tu m'offres. Contribue à ce pardon. Je continuai. Je ne ressens plus la colère d'il y a 1 an. Je ne ressens plus la trahison comme une plaie ouverte. Ce que je ressens maintenant, c'est de l'espoir. L'espoir que tu as vraiment trouvé ta voie. L'espoir que nous pouvons construire une nouvelle relation, meilleure, fondée sur le respect mutuel. Hugo acquiesça, les larmes aux yeux, profondément ému par mes paroles. Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir, je repensais à l'année la plus difficile de ma vie. Mon fils m'avait trahi de la manière la plus brutale. Mais il m'avait aussi donné l'opportunité de prouver ma propre force. J'avais posé des limites fermes, exigé le respect et créé les conditions pour une vraie réconciliation basée sur des actes, pas des paroles vides. Le lendemain, Hugo commencerait officiellement comme mon associé junior à la ferme. Il aurait un salaire, de vraies responsabilités. Et l'opportunité de contribuer sincèrement au succès de l'exploitation qu'il avait tenté de me voler 1 an plus tôt. La justice poétique était parfaite.
Le fils qui voulait hériter de la ferme sans y avoir travaillé devait maintenant la mériter jour après jour grâce à son effort honnête. Alors que je m'endormais, j'écoutais les sons familiers de la ferme qui avait été mon foyer pendant 40 ans. Les grillons qui chantaient. Le vent dans les arbres. Le murmure lointain du bétail. Mais il y avait un nouveau son qui me remplissait de paix. Les pas de Hugo dans sa cabane. En train de se préparer pour une nouvelle journée de travail honnête. La femme qui avait construit un empire de ses propres mains avait prouvé que personne, même pas son propre fils, ne pouvait la vaincre quand elle était décidée à défendre ce qu'elle avait bâti. Mais, plus important encore, elle avait prouvé que l'amour maternel, combiné à des limites fermes et des conséquences claires, pouvait créer les conditions d'une véritable rédemption. Hugo avait perdu 4 millions de dollars de mon argent. Mais il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Il avait trouvé son âme, son but, et le chemin du retour à la maison. Et moi, j'avais récupéré non seulement mon patrimoine, mais aussi l'espoir que ma famille pouvait guérir et devenir plus forte qu'avant. Parfois, les trahisons les plus douloureuses deviennent les opportunités les plus puissantes pour grandir, pardonner et se transformer vraiment. La ferme, qui avait été le théâtre de la plus grande trahison de ma vie, serait désormais le témoin de la plus belle rédemption que je pouvais imaginer. Et pour la première fois depuis 1 an, je m'endormis avec un sourire sur le visage, en sachant que l'avenir était rempli de nouvelles possibilités pleines d'espoir.